Merci beaucoup, chers téléspectateurs qui nous suivent sur Sénévision. C'est un honneur de vous retrouver. C'est l'heure de votre émission Les Rendez-vous de la Diaspora qui reçoit aujourd'hui une éminente personnalité de la diaspora, mais aussi de la ville de Bordeaux, Karfa Diallo, directeur fondateur de Mémoire et Partage et aussi conseiller régional en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, Karfa, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cet intérêt. Merci beaucoup, Karfa. Alors, je le disais, vous êtes le directeur fondateur de l'association Mémoire et Partage. Pour nos internautes et nos téléspectateurs qui découvrent cette association, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, Mémoire et Partage est aujourd'hui devenu un réseau. C'est un réseau associatif, bien évidemment, qui est né à Bordeaux il y a de cela 25 ans. Nous rentrons dans notre 26e année. C'est une association qui maintenant est basée à Bayonne, à La Rochelle, au Havre et à Paris, et qui a aussi une action internationale. Disons que c'est une association d'éducation populaire à la mémoire. Ce qui nous a intéressés dès le début, c'est la mémoire de l'humanité, c'est la mémoire de l'Afrique, c'est la mémoire de la diaspora africaine. Comment faire de cette mémoire-là un outil d'éducation, d'éveil des consciences, mais aussi d'épanouissement et de promotion véritablement de la diversité ici en France et au-delà. Alors, vous parlez d'une association d'éducation populaire. Comment se passent concrètement vos actions? Est-ce que vous êtes dans les écoles, vous organisez des festivals? Concrètement, vous menez comment vos actions? Alors, on mène différentes sortes d'actions. C'est une association qui est labellisée Jeunesse et Éducation populaire par l'Éducation nationale. C'est une association qui a aussi dans le dispositif Pass Culture, donc qui nous permet d'avoir une action très forte en direction du monde scolaire d'une manière générale. C'est aussi une association qui fait partie de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est dirigée par Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes, ancien Premier ministre. Et donc, c'est une association qui propose différentes sortes d'activités d'éducation populaire. D'abord, nous nous sommes beaucoup fait connaître sur la question de la mémoire de l'esclavage et de la traite des Noirs en France, et notamment en nous intéressant à l'espace public. Comment cette histoire-là, terrible, l'histoire d'un crime contre l'humanité, comment elle s'inscrit dans notre environnement immédiat, dans nos rues, sur nos places, ici en France. Et c'est ainsi qu'on a beaucoup travaillé à mettre en place de façon assez inédite ce qu'on appelle des parcours mémoire sur les traces de l'histoire de l'esclavage en France. C'est des parcours qui sont nés ici à Bordeaux en 2012, donc ça va faire cette année la 12e année, et qui aujourd'hui existent à La Rochelle, au Havre, à Bayonne, à Paris, et donc dans le réseau. C'est des parcours en 6 étapes. Chaque étape est une trace de l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs dans la ville, et chaque étape est aussi un moment d'esclavage, de la capture à la liberté. Donc ça, c'est vraiment une action très emblématique que nous avons créée en France et qui aujourd'hui répond aux besoins du monde éducatif, mais aussi du monde hors du système éducatif, puisque c'est ouvert à tout le monde. Et bien évidemment, on a aussi une action très importante antiraciste. Nous menons des actions en justice pour défendre des personnalités ou bien individus anonymes qui sont victimes de racisme et de discrimination. Nous avons notamment défendu Danielle Obono lorsqu'elle avait été dépeinte en esclave par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. On a aussi des événements très forts que nous organisons, et notamment l'événement qui s'appelle le Black History Month. Effectivement, on reviendra sur cet événement et notamment aussi sur l'action contre le racisme. On va un peu parler de l'esclavage et aussi de la mémoire de l'esclavage notamment. Pourquoi vous avez senti le besoin de mener des actions sur ces thématiques? Est-ce que vous avez pressenti qu'il y a un vide sur l'espace public ou sur des décisions politiques? Je dirais que la faute de tout ceci est à mettre sur le dos d'un homme que pratiquement tous les Sénégalais connaissent, qui s'appelait Joseph Ndiaye, en réalité, De Gorée. de l'île de Gorée. Puisqu'en réalité, c'est le premier véritablement à me prendre le cœur, si je peux dire les choses ainsi, jeune collégien au Sénégal, de Thiaroye, je suis originaire pratiquement du camp de Thiaroye au Sénégal. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui très vite m'ont emmené à Gorée, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a frappé, qui m'a impressionné et qui m'a passionné, puisque c'est assez paradoxal finalement d'être passionné par l'histoire d'un crime tel que celui-ci. Mais disons que tout est parti de là parce que nous autres Sénégalais, nous avons eu la chance d'avoir une élite intellectuelle très consciente de sa négritude, qui sait d'où elle vient et qui construit aussi des passerelles avec les autres peuples. Et ça a fait que quand je suis arrivé à Bordeaux au milieu des années 90, dans une ville, bien évidemment, que beaucoup d'Africains, en tout cas conscients et d'Antillais, connaissent, Bordeaux, la place de Bordeaux dans la traite et l'esclavage des Noirs. Donc forcément, arriver dans une ville comme celui-ci, riche et prospère, mais qui est dans le déni, dans l'amnésie totale de l'humanisme des Noirs
qu'elle a essayé de maltraiter. C'est comme ça que les choses sont parties, parce que pour nous, il était essentiel de restaurer cette mémoire-là, de dire que Bordeaux doit aujourd'hui beaucoup à l'Afrique, aux Antilles, au monde noir d'une manière générale, et que reconnaître cela, ce n'est pas être dans le ressentiment, ce n'est pas être dans la culpabilité ou dans la diabolisation, mais c'est véritablement construire des sociétés meilleures qui acceptent la diversité et qui le promouvent. Donc, tout est parti de cette conscience que nous avions, du fait que nous étions dans une ville qui est la ville qui a été la plus marquée par cette histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs en France. Alors, comment se passe votre collaboration avec les autorités politiques? Parce que quand vous menez certaines actions, forcément, ça ne doit pas être très facile. Oui, oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pendant très très longtemps. Puisqu'il faut savoir que Bordeaux est une ville très particulière, une ville qui a longtemps été une ville de droite, dirigée donc par d'anciens premiers ministres français de droite très puissants et très forts. Jacques Chaban-Delmas d'abord, puis Alain Juppé. Nous, on est né, on va dire, sous Alain Juppé, puisqu'on est né en 1998. Et c'est vrai que le combat a été très long pour faire admettre cette histoire-là, pour en faire non pas un objet de mémorialisation ou de commémoration, mais d'en faire un véritable objet de politique publique, de politique de justice sociale, de politique culturelle aussi, qui permettent de mieux comprendre cette histoire. Donc ça a été très compliqué pendant très très longtemps, d'autant plus que nous avons soulevé des questions difficiles, compliquées, notamment les rues de Négrier, par exemple. Vous savez qu'à Bordeaux, on avait et on a toujours des rues qui honorent des gens qui ont participé à ces crimes contre l'humanité. Et donc, on honorait ceux qui étaient nos bourreaux, finalement. Hein. Ceux qui étaient les héros pour certains étaient les bourreaux pour nous. Donc, il fallait corriger cela. Et c'est vrai que quand on a lancé ce combat au début, c'était pas facile avec les autorités. Ça a été très long. Mais pour autant, toujours, il y a eu à Bordeaux une catégorie de la population, pas très importante, hein, mais qui était là et qui suivait nos activités. Nous n'aurions pas tenu 25 ans face à Alain Juppé s'il n'y avait pas des Bordelais qui nous soutenaient. Et toujours, ils ont été présents, ces Bordelais. Et au fur et à mesure, à force de pédagogie, et aussi du fait qu'il y a une évolution de la conscience collective nationale sur la question de l'histoire de l'esclavage et de la traite. Et donc tout ça, ça a fait que on a pu convaincre, on a pu trouver des arguments pour effectivement entraîner petit à petit, rassurer sur le fait que nous répondions à un besoin de service public presque, puisque la mémoire, c'est un service public par excellence. Alors, on constate qu'aussi il y a un côté un peu militantisme, par exemple, quand vous dénoncez certains noms donnés à certaines rues ou à certains quartiers de France, par exemple le procès de Biarritz. Vous en êtes où par rapport à ce procès d'ailleurs? Oui, c'est vrai qu'on est une association qui n'a jamais eu peur de prendre des risques, de poser des questions qui dérangent. Puisqu'il me semble que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui est un monde très insatisfaisant. Les souffrances sont toujours là. Le peuple noir continue encore à être victime de stéréotypes, de racisme, de discrimination extrêmement violents. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas s'en sortir individuellement. On ne peut s'en sortir que collectivement. Et nous, ça nous a motivés, ça nous a animés, ça nous a mus. Et on a toujours essayé de tenir deux places. D'abord, celui effectivement de l'action militante, revendicative, lorsque c'était nécessaire, mais aussi une action de production de savoir, de production de connaissances. Je vous ai parlé des visites guidées, je vous ai parlé des événements que nous organisons, nous, un travail pédagogique très important, des expositions aussi. Et c'est vrai que tout ça, ça a permis petit à petit d'ouvrir finalement la conscience collective française et au-delà à cette action-là. Et vous parliez de l'affaire de Biarritz. Effectivement, c'est une affaire assez emblématique aujourd'hui, qui est une affaire qui montre bien que finalement l'identification qu'on peut avoir vis-à-vis des Noirs et vis-à-vis des femmes noires en particulier n'est pas encore véritablement entière. Hein, puisqu'admettre qu'au XXIe siècle, dans un quartier de France, dans une ville de France, on puisse appeler une femme noire la négresse, que vous puissiez vous promener dans ce quartier partout pour voir des panneaux de signalisation qui indiquent la négresse, que vous ayez des fresques sur l'espace public caricaturales avec des femmes noires, les lèvres lupues, peintes en rouge. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. On n'aurait jamais appelé ce quartier la Youpine pour désigner des gens de la communauté juive. On ne l'aurait pas appelé la femelle non plus. Mais on peut l'appeler la négresse, puisque les négresses et les nègres, d'une manière générale, ont une dimension un peu exotique. Voilà, c'est quelque chose qui fait vendre quand vous dites négresse. Et pour nous, ça a été très choquant. Et effectivement, on se bat depuis maintenant 5 ans. Moi, ça m'a valu une procédure judiciaire
voire même une garde à vue par la police française, une procédure judiciaire que nous avons gagnée. Le deuxième acte de cette affaire-là, c'est le recours que nous avons déposé nous-mêmes au tribunal administratif. C'était le 7 décembre 2023. Le tribunal administratif qui ne nous a pas suivis et qui, de façon très paradoxale, dit oui que ce nom, la négresse, est un nom péjoratif, oui que la mairie de Biarritz peut changer le nom du quartier, mais que ce n'est pas une atteinte à la dignité de la personne. Allez comprendre, M. Seck, quelque chose de péjoratif, mais qui ne porte pas atteinte à la dignité de la personne. Donc la justice, quelquefois, dans l'histoire des Noirs, a aussi servi à conforter le suprémacisme de certains. Nous allons continuer cette procédure, puisque nous faisons appel à la Cour d'appel de Bordeaux. Et si c'est nécessaire, on ira jusqu'à Paris au Conseil d'État. Alors, on va toujours rester sur cette question du racisme. On vous a vu sur tous les combats. Quand il y avait eu cette question sur l'esclavage en Libye, on vous a vu également récemment lors de la loi immigration en France et sur beaucoup de combats sur l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après tout ce que vous êtes en train de mener, vous sentez que les choses bougent et qu'il y a des résultats positifs? C'est difficile, c'est très très difficile aujourd'hui sur la question de l'immigration, de l'acceptation de l'autre en France, de dire que les choses avancent. Parce que si on en arrive à cette énième loi sur l'immigration en France, on peut difficilement le penser, puisque véritablement c'est un recul en arrière. C'est-à-dire que le gouvernement français aujourd'hui met en place une politique de préférence nationale. C'est-à-dire qu'une politique qui a tout le temps été défendue par le Rassemblement national et le Front national devient aujourd'hui la politique de l'État français. On pourchasse les étudiants, on pourchasse les immigrés, on établit une distinction selon que vous êtes étranger, selon que vous êtes français. Vous savez, moi j'étais étudiant ici en France. Je suis arrivé comme un étudiant qui devait rentrer chez lui. Sauf que bon, voilà, on ne décide pas de tout. Je suis resté ici. Mais si cette loi sur l'immigration qui est aujourd'hui votée en France, si elle avait été en vigueur quand je suis arrivé en France, je ne serais même pas arrivé là. Parce qu'on m'aurait demandé une caution pour rentrer au Sénégal et je n'aurais jamais pu donner cette caution. Parce que j'aurais beau avoir des enfants pendant 4-5 ans, eh bien, je n'aurais pas droit à des allocations familiales. Parce que pour les droits d'inscription des étudiants, j'aurais payé 2 777 € si j'étais en licence. J'aurais payé presque 4 000 € si j'étais en master. Voilà la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas dire véritablement, et c'est un constat navrant qui me navre parce que je suis quelqu'un qui essaie d'être optimiste, mais je me rends bien compte que c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué la situation des immigrés. On est en train de les criminaliser, on est en train de les déstabiliser et on est en train de revenir sur les valeurs les plus fondamentales de notre République. Donc oui, c'est difficile, mais mon espérance, c'est que de plus en plus, on trouve des alliés et que nous arrivons à expliquer, nous arrivons à démonter. Mais le danger est là, il guette. On voit comment le Front national, le Rassemblement national, qui aujourd'hui oriente toutes les politiques publiques nationales, est en train de grignoter le pouvoir français. Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est le seul groupe politique qui n'a pas eu besoin d'alliance et qui se retrouve majoritaire. Donc, c'est difficile. Nous ne lâcherons pas le combat. Nous continuerons à le faire. Mais il faut être lucide et trouver les moyens de convaincre les Français sur la nécessité de revenir aux valeurs fondamentales qui ont fait de ce pays un pays dans lequel on aime à vivre et on aime à travailler. Alors, vous êtes aussi élu régional, je l'ai dit tantôt. Est-ce qu'il existe un prolongement entre votre travail associatif et votre travail d'élu? Forcément, le travail d'élu, surtout dans une région comme celle-ci, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande région de France. C'est 12 départements, c'est presque 6 millions d'habitants sur cette région. C'est véritablement être au cœur de politiques publiques locales. C'est pouvoir accompagner les transitions, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient écologiques. C'est montrer que les questions décoloniales dont je m'occupe antiracistes peuvent avoir un prolongement sur les questions écologiques. Nous sommes au cœur véritablement de l'action publique. Moi, j'ai rejoint le mouvement écologiste qui m'a proposé d'être sur leur liste aux élections régionales. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis loyal au mouvement écologiste qui m'a investi. Et oui, c'est un prolongement parce que je me rends bien compte que nos communautés, elles ont besoin aussi d'avoir de la représentation. Elles ont besoin aussi d'avoir des gens qui soient dans les instances de pouvoir. Ça ne va pas de soi. Vous avez suivi que lorsque je suis arrivé à l'Assemblée de la région Nouvelle-Aquitaine, je suis le seul noir issu de l'immigration qui y est. J'ai eu des attaques extrêmement dures et violentes du Rassemblement national. Mais pour autant, il faut que nous soyons exemplaires. C'est de la façon dont nous serons exemplaires pour reconnaître les lumières de ce pays, mais aussi pour dénoncer les ombres de ce pays, que nous arriverons à convaincre même les plus sceptiques
sur notre humanité. Alors, Carfa, à vous voir aujourd'hui, on passe à un homme avec votre bonnet, Amilcar Cabral. Pour cette présente édition du Black History Month, vous avez décidé de célébrer Amilcar Cabral. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce choix? Oui, parce que cette année, c'est le centenaire de la naissance d'Amilcar Cabral. C'est un homme qui est né en 1924. C'est un homme qui n'a pas eu la chance de vivre plus longtemps que moi, par exemple. C'est un homme qui a été assassiné le 20 janvier 1973. C'est un homme qui n'a pas vu la liberté de son peuple et de son pays. Amilcar Cabral, c'est un des panafricanistes dont nous devons être les plus fiers. C'était un panafricaniste radical, un grand intellectuel, qui portait, c'est vrai, un bonnet comme celui-ci. C'est un bonnet qui lui a été inspiré par les bouchers tchèques. Il était en Tchécoslovaquie pendant la guerre d'indépendance, et en Tchécoslovaquie, il verra les bouchers tchèques porter ce genre de bonnet. Et il reviendra avec. Et partout, on le verra comme ça, le Cabral, qui est aujourd'hui très populaire en Afrique. C'est déjà un signe de son ouverture sur le monde, mais aussi de son humilité. Hein. Prendre un symbole du milieu ouvrier européen et se parer de ça pendant que nous avions des Senghor qui se portaient des vestes en queue de pie, c'était quelque chose d'extrêmement essentiel. Donc, Amilcar Cabral est quelqu'un d'important. C'est lui qui va créer le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui va conduire la Guinée et le Cap-Vert à l'indépendance. Et puis, c'est parler du Portugal, hein, parce que nous parlons beaucoup de la France, mais le Portugal est le pays européen qui a le plus vécu de l'esclavage et de la traite des Noirs, qui a le plus vécu de la colonisation. Les Portugais sont les premiers à arriver en Afrique. Le Sénégal, notre pays d'origine, a été portugais d'abord. C'est les premiers, les Portugais, à commencer la traite et l'esclavage des Noirs. Ce sont ceux qui ont déporté le plus grand nombre d'esclaves dans les colonies américaines. Et les Portugais, ce sont ceux qui sont restés le plus longtemps en Afrique. Jusqu'en 1975, en Angola, au Mozambique, on se battait pour l'indépendance. Donc, cette édition du Black History Month, c'est la 6e édition, c'est vraiment l'occasion de parler de tout ça. Et on a fait une inauguration véritablement qui nous a beaucoup encouragés, avec des ministres originaires du Cap-Vert, avec des personnalités panafricanistes très importantes qui sont venus à Bordeaux le 3 février dernier, pour montrer vraiment que cette question-là, c'est une question encore d'aujourd'hui. Moi, je dis souvent qu'il faut ouvrir le champ. Voilà, il faut sortir de l'expérience franco-française, qui est une petite expérience dans l'histoire du monde, mais ouvrir le champ pour aller sur d'autres territoires, pour voir que finalement, ce qui s'est passé avec la France n'est qu'un élément d'une histoire globale, celui du capitalisme, celui des forces de vie contre les programmes de mort et d'extermination. Alors, Carfa, vous avez aussi initié un projet de maison esclavage et résistance à Bordeaux. C'est quoi l'objectif de cette maison? Alors ça, c'est véritablement pour nous trouver un ancrage. Il faut planter sur ce sol-là le souvenir de ce que nous sommes, de ce que nos ancêtres ont été. Ça ne suffit pas seulement chaque année, le 10 mai, de faire une journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ça ne suffit pas seulement de faire des visites guidées, des conférences ici ou là. Il faut que les générations puissent venir dire ce lieu est un lieu qui porte le souvenir de notre passé. Et ça nous semble essentiel, surtout à Bordeaux. Et donc, depuis la naissance de notre mouvement en 1998, ben, on n'a pas cessé de rêver de ça, d'avoir ce rêve-là, de construire un lieu qui ne soit pas un musée, puisque le musée, c'est quelque chose de figé. On ne veut pas muséifier cette histoire de l'esclavage. On a bien vu que c'est une histoire dynamique. Donc, une maison, un lieu d'hospitalité, un lieu d'accueil, un lieu d'échange. Une maison sur les esclavages. Vous avez parlé tout à l'heure des phénomènes liés à l'esclavage en Libye. Hein? Nous parlons beaucoup de l'esclavage occidental, transatlantique, que nous connaissons plutôt bien. Mais il nous faut aller vers les autres formes d'esclavage, l'esclavage arabo-musulman, hein, dont ce qui se passe en Libye aujourd'hui avec les jeunes migrants est une conséquence de ça. Le regard que le monde arabo-musulman porte sur le noir est un regard qui est toujours aussi caricatural, aussi stéréotypé, aussi chargé de discrimination, voire même d'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Dans nos sociétés africaines, la question de l'esclavage est quelque chose qui est très présente. Je le sais bien, je suis un Peul. Et je sais qu'encore aujourd'hui, chez les Peuls, on peut regarder certains en pensant que ce sont des esclaves. Donc, mieux connaître les esclavages d'hier, sans complexe, et mais montrer leur différence. Hein. Parce que l'esclavage intra-africain, l'esclavage arabo-musulman et l'esclavage transatlantique, c'est certes un phénomène d'exploitation, mais ce n'est pas la même chose. La traite de l'esclavage occidental est la seule traite d'esclavage qui a déshumanisé l'Africain. Chez les Noirs africains et chez les Arabes, tout le monde peut être mis en esclavage. On va terminer sur cette question. Vous avez publié récemment aussi un livre qui porte ce nom, Maison esclavage et résistance. Est-ce que le livre parle de cette maison ou ça traite de la question de l'esclavage de manière générale?
Oui, il parle bien sûr de cette maison. Le livre est le résultat du rapport qui nous a été commandé par la mairie de Bordeaux. J'ai été chargé de coordonner une mission de préfiguration pour préfigurer ce que serait cette maison. Donc, du coup, pendant un an, nous avons travaillé et c'est le fruit de mes réflexions sur ce projet, mais aussi sur la place de Bordeaux, sur cette question de l'esclavage, sur la façon dont un certain nombre d'auteurs, comme Édouard Glissant, comme Anne-Marie Gara, comme Aimé Césaire, ont pu réfléchir cette question. Oui, cet ouvrage essaie modestement d'apporter sa pierre à la future édification de cette maison esclavage et résistance. Merci beaucoup, Karfa Diallo. Merci à vous. Merci, c'était Karfa Diallo, directeur fondateur de Mémoire et Partage, qu'on s'est élu aussi dans la région Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux précisément. C'était un honneur de vous recevoir pour votre émission Les Rendez-vous de la Diaspora. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre chaîne Télévision. Merci et à très bientôt.